D'abord, je suis quelqu'un du XXe siècle. Et pour moi, le XXe siècle restera dans la mémoire d'abord comme le premier siècle des grandes migrations, où des millions et millions d'êtres humains se sont déplacés d'un continent à l'autre. Et nous, Italiens, nous avons été des grands actionnistes de cette majorité de ce genre de voyage d'aller simple, sans billet de retour. Et donc c'est une histoire sur laquelle j'étais déjà prêt. Et donc nous sommes dans le siècle 2 des grandes migrations d'êtres humains. Avec le supplément de difficulté d'être dans le siècle aussi de la guerre moderne, qui détruit des vies des civils plus que des vies des soldats, des militaires. Donc c'est une guerre qui a comme cible la vie civile, la vie des personnes qui habitent dans les villes. Et alors cette histoire a été pour moi l'histoire, le sujet principal de mon intérêt comme contemporain. Et alors j'ai choisi Simbad comme une espèce de marin de tout le temps, de tout le temps. Et son bateau, cette fois, emmène des corps humains qui sont devenus la marchandise la plus rentable à transporter sur la mer, plus que la drogue. Grâce à cette finition de repousser ou de laisser faire. Et donc, nous sommes aussi contemporains du pire moyen de transport de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est une histoire géante. Et c'est normal que quelqu'un qui recueille des histoires comme moi, parce que comme mon tempérament, je ne les invente pas, les histoires, je les recueille. Et alors, c'était évident pour moi de devoir m'occuper, m'intéresser et essayer de transformer en histoire cette expérience géante. Oui, et à travers le personnage de Simbad, justement, c'est aussi une manière d'inscrire une histoire contemporaine et des faits d'actualité terribles dans une histoire de l'humanité, puisque c'est un mythe, c'est un personnage qui traverse l'histoire et qui dit qu'il a toujours emmené comme ça des gens. Vous parlez aussi de l'histoire italienne, de la migration de Naples vers New York, évidemment. Et est-ce que c'est une manière de dire aussi, de nous dire qu'on oublie qu'on a tous été des enfants de cette histoire-là aussi de migration? Je n'ai rien contre l'oubli. Oui. Je crois que l'oubli, c'est une bonne mesure de santé. Mais après l'oubli, il faut se souvenir. Ouais. Et se souvenir de ce qui s'est passé donne de la force pour entendre le présent. Mais l'oubli, c'est bien, c'est nécessaire. Après une guerre, il faut oublier. Pourquoi le choix du théâtre, de cette forme-là? Est-ce que c'est une manière d'être dans la transmission aussi d'une parole? Parce que dans le plus et le moins, vous écrivez la parole est le plus précis outil des opprimés. C'est une manière de donner la parole aussi à ces opprimés. Et c'est aussi de faire parler directement l'histoire et pas l'écrivain. Oui. Avec le théâtre, c'est comme ça, ce sont les personnages qui racontent l'histoire. Et donc c'est une réduction de l'écrivain et qui devient une espèce de rédacteur des conversations et des scènes. Oui. Donc c'est plus direct. Oui, c'est une manière aussi de mêler les points de vue et de ne pas donner le vôtre. Il est entre toutes ces paroles qui se succèdent et ces chants aussi, ces histoires qui se racontent. Il y a un moment où il y a une espèce de fête d'abord, non? Oui. Où il invente une chanson et une histoire. Et donc j'ai mis la musique à cette histoire. Et
Et ce sont des vers, des vers dans le livre de l'Ecclésiaste, du livre de l'Ancien Testament, où tous les fleuves descendent dans la mer, et la mer ne sera pas remplie. Et donc j'ai joué cette musique. Maintenant, je l'ai offert à des musiciens, ils la jouent. Et c'est curieux, c'est pas la première fois que quelqu'un a mis des vers, de la musique à des vers de Coëllet, d'Ecclésiaste. Vous savez, avant moi, il y avait Pete Seeger. Ah oui, je sais. Pete Seeger qui avait mis la musique de For everything, turn, 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 there is a season, turn, turn, turn. Les vers de Coëllet qui dit il y a un temps pour mourir, un temps de naissance. Il a musiqué toute la séquence des verbes. Et je me suis souvenu après, je l'avais oublié. Et alors, vous parlez beaucoup dans cette pièce du fait d'être étranger. Et c'est un thème qui traverse absolument les 3 livres, puisque dans le cas du hasard, donc cette conversation avec un biologiste, vous dites que vous êtes locataire étranger de votre propre corps, qui devient un pays inconnu, puisque vous découvrez comment il fonctionne biologiquement. Et dans le plus et le moins, vous racontez aussi comment vous êtes étranger, parce que vous venez de Naples, dans le reste de l'Italie, et vous dites être étranger est la condition de départ. Et cette phrase, la condition de départ, c'est très intéressant parce que c'est à la fois dire notre origine, on est tous étrangers, et ça peut être ce qui nous fait partir aussi, le départ. Le sentiment d'être étranger comme un hôte qui se trouve sans invitation à être sur la terre. Quand je vais en montagne, je suis seul dans ce grand espace, cette immensité des rochers, du vide. Et j'essaie d'être quelqu'un qui est un hôte de ce paysage, et de franchir un passage, mais le plus minuscule et le plus inaperçu possible. Donc c'est un sentiment de responsabilité, dans ta mesure, dans ma mesure au lieu où je suis. Et donc je suis partout comme un hôte dépourvu d'invitation. Quelqu'un qui se trouve à profiter d'une amitié aussi, dont les amours j'étais un hôte. Toujours un sentiment d'être comme tombé par hasard et prêt à sortir. C'est un sentiment qui m'aide me donne une légèreté. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans lequel j'ai consistance. Même pas les livres. Si je dois partir, mais je ne ferai pas comme ces voyageurs d'aujourd'hui qui viennent du sud, de l'est, et qui amènent dans le petit bagage où ils sont forcés par les Sinbad. Je n'amènerai pas un livre. Plutôt un maillot en plus, mais pas un livre. Les livres que je peux toujours les rencontrer. Ce sont des rencontres. Je ne pars pas avec des rencontres déjà toutes faites, prévues. Oui. Mais il y a une dimension aussi de ce texte qui est évidemment extrêmement politique, puisque vous parlez de ces migrants dans la préface comme des passagers de la malchance, de nos côtes fermées par des barbelés. Et dans la première scène, le capitaine dit « Vous verrez quelle civilisation qu'elle accueille ». Ce qui est évidemment extrêmement ironique, voire cynique. Est-ce que la littérature, elle a aussi, pour vous, cette fonction d'un engagement, non pas en disant « voilà ce qu'il faut penser », évidemment, mais comme vous le disiez dans Le tort du soldat, rétablir le nom des choses, dire les choses.
Dire les choses, c'est le minimum. Ça veut dire employer la meilleure précision possible. Donc ça, c'est un statut, c'est une règle. C'est pas un but, c'est la règle de départ. Mais je pense que la fonction de la littérature a été toujours celle de transformer en chant les tragédies. Et l'Iliade commence, chante-moi cette tragédie de la guerre de Troie et sa destruction doit devenir un chant. Ça, c'est le meilleur résultat de la littérature. Donc, je viens d'une littérature orale qui transformait la tragédie en récit, un récit qui était à moitié tragique et comique, avec cette identification entre les deux qui permettait aux histoires d'être à nouveau redites. Si c'était tout simplement le tragique, il était insupportable. Mais mêlé avec ce trébuchement du comique qui fait trébucher le tragique, ça donnait une force, une volonté aussi de le dire, d'ajouter, de soustraire, les variations merveilleuses des histoires orales. Et voilà, là, pour moi, il s'agissait de littérature orale, qui avait cette fonction de consommer le deuil, le réduire en paroles dites. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites dans Le Plus et le Moins, parce que vous racontez par exemple les histoires complètement incroyables que racontait votre coiffeur, quand vous aviez encore un coiffeur, puisque vous dites que vous vous coupez les cheveux tout seul. Oui, mais je suis autodidacte. Il y a cette fonction du livre de recueillir des paroles orales et de les transcrire, de les écrire, de les rapporter, de les transmettre aussi. C'est ce que vous faites dans tous les livres, non? Oui, mais j'ai le regret de réduire au silence définitif des histoires orales. Parce que quand on les écrit, elles sont moins. La voix, c'est le lecteur qui doit la mettre, la imaginer. Et en plus, c'est le format définitif de cette expérience. Donc, c'est une réduction. La littérature écrite, c'est toujours une réduction de la littérature orale. Réduction à un format terminal, un peu comme la Bible, non? Oui. La Bible, l'Ancien Testament, c'est le résultat terminal d'une immense tradition orale. Oui, comme la littérature grecque, les Aèdes, etc. Enfin... Il arrive à Homero qui appelle les étrangles tous. Oui. Mais au théâtre, on retrouve une forme de parole, même si les acteurs disent votre texte et ne s'en écartent pas. Mais on retrouve la dimension orale quand même au théâtre. Dans le théâtre, oui. Et le théâtre, c'est beaucoup ça. Oui. Et puis après, le lecteur peut aussi s'approprier votre texte et raconter des histoires qui sont dans votre livre et les transmettre aussi, oralement. Mais j'aime le théâtre parce que quand on me demande de prendre de mettre en scène des pages que j'écris, je dis toujours oui. Je ne fais aucune distinction et doit être toujours gratuit, c'est permis. Parce que c'est toujours un bon résultat pour des mots de sortir de la page et aller sur la bouche des personnes, circuler comme ça. Et le théâtre, c'est quelque chose d'immédiat. Si on le fait mal, on le paye tout de suite. Tout à fait. Ouais. Donc c'est à charge de celui qui ose monter sur une scène, qui a le courage et l'ardiesse de monter sur une scène pour dire, pour entretenir des personnes. Oui. Donc le théâtre,
Je l'aime beaucoup parce que c'est la formule plus immédiate de art. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui se produit aujourd'hui et ce soir je peux le mettre en scène.